Quand mon père eut décidé, une année, que nous irions passer les vacances de Pâques à Florence et à Venise, n'ayant pas la place de faire entrer dans le nom de Florence les éléments qui composent d'habitude les villes, je fus contraint à faire sortir une cité surnaturelle de la fécondation par certains parfums printaniers de ce que je croyais être, en son essence, le génie de Giotto. Tout au plus, et parce qu'on ne peut pas faire tenir dans un nom beaucoup plus de durée que d'espace, comme certains tableaux de Giotto eux-mêmes qui montrent à deux moments différents de l'action un même personnage, ici couché dans son lit, là s'apprêtant à monter à cheval, le nom de Florence était-il divisé en deux compartiments. Dans l'un, sous un dais architectural, je contemplais une fresque à laquelle était partiellement superposé un rideau de soleil matinal, poudreux, oblique et progressif. Dans l'autre, car, ne pensant pas au nom comme à un idéal inaccessible, mais comme à une ambiance réelle dans laquelle j'irais me plonger, la vie non vécue encore, la vie intacte et pure que j'y enfermais, donnait aux plaisirs les plus matériels, aux scènes les plus simples, cet attrait qu'ils ont dans les œuvres des primitifs. Je traversai rapidement, pour trouver plus vite le déjeuner qui m'attendait avec des fruits et du vin de Chianti, le Ponte Vecchio, encombré de jonquilles, de narcisses et d'anémones. Voilà, bien que je fusse à Paris, ce que je voyais et non ce qui était autour de moi. Même à un simple point de vue réaliste, les pays que nous désirons tiennent à chaque moment beaucoup plus de place dans notre vie véritable que le pays où nous nous trouvons effectivement. Sans doute, si alors j'avais fait moi-même plus attention à ce qu'il y avait dans ma pensée quand je prononçais les mots « aller à Florence, à Parme, à Pise, à Venise », je me serais rendu compte que ce que je voyais n'était nullement une ville, mais quelque chose d'aussi différent de tout ce que je connaissais, d'aussi délicieux que pourrait être pour une humanité dont la vie se serait toujours écoulée dans des fins d'après-midi d'hiver, cette merveille inconnue, une matinée de printemps. Ces images irréelles, fixes, toujours pareilles, remplissant mes nuits et mes jours, différencièrent cette époque de ma vie de celle qui l'avait précédée, et qui aurait pu se confondre avec elle aux yeux d'un observateur qui ne voit les choses que du dehors, c'est-à-dire qui ne voit rien, comme dans un opéra un motif mélodique introduit une nouveauté qu'on ne pourrait pas soupçonner si on ne faisait que lire le livret, moins encore si on restait en dehors du théâtre à compter seulement les quarts d'heure qui s'écoulent. Et encore, même à ce point de vue de simple quantité, dans notre vie, les jours ne sont pas égaux. Pour parcourir les jours, les natures un peu nerveuses, comme était la mienne, disposent, comme les voitures automobiles, de vitesses différentes. Il y a des jours montueux et malaisés qu'on met un temps infini à gravir, et des jours en pente qui se laissent descendre à fond de train en chantant. Pendant ce mois, où je ressassais comme une mélodie, sans pouvoir m'en rassasier, ces images de Florence, de Venise et de Pise, desquelles le désir qu'elles excitaient en moi gardait quelque chose d'aussi profondément individuel que si ça avait été un amour pour une personne, je ne cessais pas de croire qu'elle correspondait à une réalité indépendante de moi. Et elles me firent connaître une aussi belle espérance que pouvait en nourrir un chrétien des premiers âges à la veille d'entrer dans le paradis. Aussi, sans que je me souciasse de la contradiction qu'il y avait à vouloir regarder et toucher avec les organes des sens ce qui avait été élaboré par la rêverie et non perçu par eux, et d'autant plus tentant pour eux, plus différent de ce qu'ils connaissaient, c'est ce qui me rappelait la réalité de ces images qui enflammait le plus mon désir, parce que c'était une promesse qu'ils seraient contentés. Et bien que mon exaltation eût pour motif un désir de jouissance artistique, les guides l'entretenaient encore plus que les livres d'esthétique, et plus que les guides, l'indicateur des chemins de fer. Ce qui m'émouvait,
c'était de penser que cette Florence que je voyais proche mais inaccessible dans mon imagination, si le trajet qui la séparait de moi en moi-même n'était pas viable, je pourrais l'atteindre par un biais, par un détour, en prenant la voie de terre. Certes, quand je me répétais, donnant ainsi tant de valeur à ce que j'allais voir, que Venise était l'école de Giorgione, la demeure du Titien, le plus complet musée de l'architecture domestique au Moyen-Âge, je me sentais heureux. Je l'étais pourtant davantage quand, sorti pour une course, marchant vite à cause du temps qui, après quelques jours de printemps précoce, était redevenu un temps d'hiver, comme celui que nous trouvions d'habitude à Combray la Semaine Sainte, voyant sur les boulevards les marronniers qui, plongés dans un air glacial et liquide comme de l'eau, n'en commençaient pas moins, invités exacts, déjà en tenue, et qui ne se sont pas laissés décourager à arrondir et à ciseler en leurs blocs congelés l'irrésistible verdure dont la puissance abortive du froid contrariait, mais ne parvenait pas à réfréner la progressive poussée, je pensais déjà que le Ponte Vecchio était jonché à foison de jacinthes et d'anémones, et que le soleil du printemps teignait déjà les flots du grand canal d'un si sombre azur et de si nobles émeraudes qu'en venant se briser au pied des peintures du Titien, il pouvait rivaliser de riches coloris avec elles. Je ne pus plus contenir ma joie quand mon père, tout en consultant le baromètre et en déplorant le froid, commença à chercher quels seraient les meilleurs trains, et quand je compris qu'en pénétrant après le déjeuner dans le laboratoire charbonneux, dans la chambre magique qui se chargeait d'opérer la transmutation tout autour d'elle, on pouvait s'éveiller le lendemain dans la cité de marbre et d'or rehaussée de jaspe et pavée d'émeraude. Ainsi, elle et la cité des lys n'étaient pas seulement des tableaux fictifs qu'on mettait à volonté devant son imagination, mais existaient à une certaine distance de Paris, qu'il fallait absolument franchir si l'on voulait les voir, à une certaine place déterminée de la terre et à aucune autre, en un mot, était bien réelle. Elles le devinrent encore plus pour moi, quand mon père, en disant « En somme, vous pourriez rester à Venise du 20 avril au 29 et arriver à Florence dès le matin de Pâques », les fit sortir toutes deux, non plus seulement de l'espace abstrait, mais de ce temps imaginaire où nous situons non pas un seul voyage à la fois, mais d'autres, simultanés et sans trop d'émotion puisqu'ils ne sont que possibles. Ce temps qui se refabrique si bien qu'on peut encore le passer dans une ville après qu'on l'a passé dans une autre, et leur consacra, de ces jours particuliers qui sont le certificat d'authenticité des objets auxquels on les emploie, car ces jours uniques, ils se consument par l'usage, ils ne reviennent pas. On ne peut plus les vivre ici, quand on les a vécus là. Je sentis que c'était vers la semaine qui commençait le lundi où la blanchisseuse devait rapporter le gilet blanc que j'avais couvert d'encre, que se dirigeait, pour s'y absorber au sortir du temps idéal où elle n'existait pas encore, les deux cités reines dont j'allais avoir, par la plus émouvante des géométries, à inscrire les dômes et les tours dans le plan de ma propre vie. Mais je n'étais encore qu'en chemin vers le dernier degré de l'allégresse. Je l'atteignis enfin, ayant seulement alors la révélation que, sur les rues clapotantes, rougies du reflet des fresques de Giorgione, ce n'était pas, comme j'avais, malgré tant d'avertissements, continué à l'imaginer, les hommes majestueux et terribles comme la mer, portant leur armure au reflet de bronze sous les plis de leurs manteaux sanglants, qui se promèneraient dans Venise la semaine prochaine, la veille de Pâques, mais que ce pourrait être moi, le personnage minuscule que dans une grande photographie de Saint-Marc qu'on m'avait prêtée, l'illustrateur avait présenté en chapeau melon devant les proches. Quand j'entendis mon père me dire « Il doit faire encore froid sur le grand canal,
tu ferais bien de mettre à tout hasard dans ta malle ton pardessus d'hiver et ton gros veston. » Alors, à ces mots, je m'élevai à une sorte d'extase. Ce que j'avais cru jusque-là impossible. Je me sentis vraiment pénétré entre ces rochers d'améthyste, pareils à un récif de la mer des Indes. Par une gymnastique suprême et au-dessus de mes forces, me dévêtant comme d'une carapace sans objet de l'air de ma chambre qui m'entourait, je le remplaçai par des parties égales d'air vénitien. Cette atmosphère maritime, indicible et particulière, comme celle des rêves que mon imagination avait enfermés dans le nom de Venise, je sentis s'opérer en moi une miraculeuse désincarnation. Elle se doubla aussitôt de la vague envie de vomir qu'on éprouve quand on vient de prendre un gros mal de gorge, et on dut me mettre au lit avec une fièvre si tenace que le docteur déclara qu'il fallait renoncer non seulement à me laisser partir maintenant à Florence et à Venise, mais, même quand je serais entièrement rétabli, m'éviter, d'ici au moins 1 an, tout projet de voyage et toute cause d'agitation. Et hélas, il défendit aussi d'une façon absolue qu'on me laissât aller au théâtre entendre la Berma. L'artiste sublime à laquelle Bergotte trouvait du génie m'aurait, en me faisant connaître quelque chose qui était peut-être aussi important et aussi beau, consolé de n'avoir pas été à Florence et à Venise, de n'aller pas à Belbec. On devait se contenter de m'envoyer chaque jour aux Champs-Élysées, sous la surveillance d'une personne qui m'empêcherait de me fatiguer et qui fut Françoise, entrée à notre service après la mort de ma tante Léonie. Aller aux Champs-Élysées me fut insupportable. Si seulement Bergotte les eût décrits dans un de ses livres, sans doute j'aurais désiré de les connaître comme toutes les choses dont on avait commencé par me mettre le double dans mon imagination. Elle les réchauffait, les faisait vivre, leur donnait une personnalité, et je voulais les retrouver dans la réalité, mais dans ce jardin public, rien ne se rattachait à mes rêves. Un jour, comme je m'ennuyais à notre place familière à côté des chevaux de bois, Françoise m'avait emmené en excursion au-delà de la frontière que gardent à intervalles égaux les petits bastions des marchandes de sucre d'orge, dans ces régions voisines mais étrangères où les visages sont inconnus, où passe la voiture aux chèvres. Puis, elle était revenue prendre ses affaires sur sa chaise adossée à un massif de lauriers. En l'attendant, je foulais la grande pelouse chétive et rase, jaunie par le soleil, au bout de laquelle le bassin est dominé par une statue, quand, de l'allée, s'adressant à une fillette à cheveux roux qui jouait au volant devant la vasque, une autre, en train de mettre son manteau et de serrer sa raquette, lui cria d'une voix brève : « Adieu Gilberte, je rentre. N'oublie pas que nous venons ce soir chez toi après dîner. » Ce nom de Gilberte passa près de moi, évoquant d'autant plus l'existence de celle qu'il désignait, qu'il ne la nommait pas seulement comme un absent dont on parle, mais l'interpellait. Il passa ainsi près de moi, en action pour ainsi dire, avec une puissance qu'accroissait la courbe de son jet et l'approche de son but, transportant à son bord, je le sentais, la connaissance, les notions qu'avait de celle à qui il était adressé, non pas moi, mais l'ami qui l'appelait, tout ce que, tandis qu'elle le prononçait, elle revoyait, ou du moins possédait en sa mémoire, de leur intimité quotidienne, des visites qu'elles se faisaient l'une chez l'autre, de tout cet inconnu, encore plus inaccessible et plus douloureux pour moi d'être au contraire si familier et si maniable pour cette fille heureuse qui m'en frôlait,
sans que j'y puisse pénétrer, et le jetai en plein air dans un cri, laissant déjà flotter dans l'air l'émanation délicieuse qu'il avait fait se dégager en les touchant avec précision de quelques points invisibles de la vie de mademoiselle Swann, du soir qui allait venir tel qu'il serait après dîner chez elle, formant, passager céleste au milieu des enfants et des bonnes, un petit nuage d'une couleur précieuse, pareil à celui qui, bombé au-dessus d'un beau jardin du Poussin, reflète minutieusement comme un nuage d'opéra, plein de chevaux et de chars, quelque apparition de la vie des dieux, jetant enfin sur cette herbe pelée, à l'endroit où elle était un morceau à la fois de pelouse flétrie et un moment de l'après-midi de la blonde joueuse de volant qui ne s'arrêta de le lancer et de le rattraper que quand une institutrice à plumet bleu l'eût appelé, une petite bande merveilleuse et couleur d'héliotrope, impalpable comme un reflet et superposée comme un tapis, sur lequel je ne pus me lasser de promener mes pas attardés, nostalgiques et profanateurs, tandis que Françoise me criait « Allons, aboutonnez voir votre paletot et filons !» et que je remarquai pour la première fois avec irritation qu'elle avait un langage vulgaire et, hélas, pas de plumet bleu à son chapeau. Retournerait-elle seulement aux Champs-Élysées? Le lendemain, elle n'y était pas. Mais je l'y vis les jours suivants. Je tournais tout le temps autour de l'endroit où elle jouait avec ses amis, si bien qu'une fois où elles ne se trouvèrent pas en nombre pour leur partie de bar, elle me fit demander si je voulais compléter leur camp, et je jouais désormais avec elle chaque fois qu'elle était là. Mais ce n'était pas tous les jours. Il y en avait où elle était empêchée de venir par ses cours, le catéchisme, un goûter, toute cette vie séparée de la mienne que par 2 fois condensée dans le nom de Gilberte, j'avais senti passer si douloureusement près de moi, dans le raidillon de Combray et sur la pelouse des Champs-Élysées. Ces jours-là, elle annonçait d'avance qu'on ne la verrait pas. Si c'était à cause de ses études, elle disait « Oh, c'est rasant, je ne pourrai pas venir demain. Vous allez tous vous amuser sans moi. » d'un air chagrin qui me consolait un peu. Mais en revanche, quand elle était invitée à une matinée et que, ne le sachant pas, je lui demandais si elle viendrait jouer, elle me répondait « Oh, j'espère bien que non, j'espère bien que maman me laissera aller chez mon amie. » Du moins, ces jours-là, je savais que je ne la verrais pas. Tandis que d'autres fois, c'était à l'improviste que sa mère l'emmenait faire des courses avec elle, et le lendemain, elle disait « Ah, oui, je suis sortie avec maman », comme une chose naturelle et qui n'eût pas été pour quelqu'un le plus grand malheur possible. Il y avait aussi les jours de mauvais temps où son institutrice, qui pour elle-même craignait la pluie, ne voulait pas l'emmener aux Champs-Élysées. Aussi, si le ciel était douteux, dès le matin, je ne cessais de l'interroger et je tenais compte de tous les présages. Si je voyais la dame d'en face qui, près de la fenêtre, mettait son chapeau, je me disais « Bon, cette dame va sortir. Donc il fait un temps où l'on peut sortir. Pourquoi Gilberte ne ferait-elle pas comme cette dame ?» Mais le temps s'assombrissait. Ma mère disait qu'il pouvait se lever encore, qu'il suffirait pour cela d'un rayon de soleil, mais que plus probablement il pleuvrait. Et s'il pleuvait, à quoi bon aller aux Champs-Élysées ? Aussi, depuis le déjeuner, mes regards anxieux ne quittaient plus le ciel incertain et nuageux. Il restait sombre. Devant la fenêtre, le balcon était gris. Tout d'un coup, sur sa pierre maussade, je ne voyais pas une couleur moins terne, mais je sentais comme un effort vers une couleur moins terne, la pulsation d'un rayon hésitant qui voudrait libérer sa lumière. Un instant après, le balcon était pâle et réfléchissant comme une eau matinale, et 1000 reflets de la ferronnerie de son treillage étaient venus s'y poser. Un souffle de vent les dispersait. La pierre s'était de nouveau assombrie, mais, comme apprivoisée, il revenait.
Elle recommençait imperceptiblement à blanchir, et par un de ces crescendo continus, comme ceux qui, en musique, à la fin d'une ouverture, mènent une seule note jusqu'au fortissimo suprême, en la faisant passer rapidement par tous les degrés intermédiaires, je la voyais atteindre à cet or inaltérable et fixe des beaux jours, sur lequel l'ombre découpée de l'appui ouvragé de la balustrade se détachait en noir, comme une végétation capricieuse, avec une ténuité dans la délinéation des moindres détails qui semblait trahir une conscience appliquée, une satisfaction d'artiste, et avec un tel relief, un tel velours dans le repos de ces masses sombres et heureuses qu'en vérité, ces reflets larges et feuillus qui reposaient sur ce lac de soleil semblaient savoir qu'ils étaient des gages de calme et de bonheur. Lierre instantanée, flore pariétaire et fugitive, la plus incolore, la plus triste, au gré de beaucoup de celles qui peuvent ramper sur le mur ou décorer la croisée, pour moi de toutes, la plus chère depuis le jour où elle était apparue sur notre balcon, comme l'ombre même de la présence de Gilberte, qui était peut-être déjà aux Champs-Élysées, et dès que j'y arriverais, me dirait « Commençons tout de suite à jouer au bar. Vous êtes dans mon camp. » Fragile, emporté par un souffle, mais aussi en rapport non pas avec la saison, mais avec l'heure. Promesse du bonheur immédiat que la journée refuse ou accomplira, et par là, du bonheur immédiat par excellence, le bonheur de l'amour, plus douce, plus chaude sur la pierre que n'est la mousse même, vivace, à qui il suffit d'un rayon pour faire naître et faire éclore de la joie, même au cœur de l'hiver. Et jusque dans ces jours où toute autre végétation a disparu, où le beau cuir vert qui enveloppe le tronc des vieux arbres est caché sous la neige, quand celle-ci cessait de tomber, mais que le temps restait trop couvert pour espérer que Gilberte sortît, alors tout d'un coup, faisant dire à ma mère « Tiens, voilà justement qu'il fait beau, vous pourriez peut-être essayer tout de même d'aller aux Champs-Élysées ?» Sur le manteau de neige qui couvrait le balcon, le soleil apparut entrelaçait des fils d'or et brodait des reflets noirs. Ce jour-là, nous ne trouvions personne, ou une seule fillette prête à partir qui m'assurait que Gilberte ne viendrait pas. Les chaises désertées par l'assemblée imposante mais frileuse des institutrices étaient vides. Seule, près de la pelouse, était assise une dame d'un certain âge qui venait par tous les temps, toujours anarchée d'une toilette identique, magnifique et sombre, et pour faire la connaissance de laquelle j'aurais à cette époque sacrifié, si l'échange m'avait été permis, tous les plus grands avantages futurs de ma vie. Car Gilberte allait tous les jours la saluer. Elle demandait à Gilberte des nouvelles de son amour de mère, et il me semblait que si je l'avais connue, j'avais été pour Gilberte quelqu'un de tout autre, quelqu'un qui connaissait les relations de ses parents. Pendant que ses petits-enfants jouaient plus loin, elle lisait toujours les débats qu'elle appelait « mes vieux débats », et, par genre aristocratique, disait en parlant du sergent de ville ou de la loueuse de chaises « mon vieil ami le sergent de ville, la loueuse de chaises et moi qui sommes de vieux amis. » Françoise avait trop froid pour rester immobile. Nous allâmes jusqu'au pont de la Concorde voir la Seine prise, dont chacun et même les enfants s'approchaient sans peur comme d'une immense baleine échouée, sans défense, et qu'on allait dépecer. Nous revenions aux Champs-Élysées. Je languissais de douleur entre les chevaux de bois immobiles et la pelouse blanche prise dans le réseau noir des allées dont on avait enlevé la neige, et sur laquelle la statue avait à la main un jet de glace ajouté qui semblait l'explication de son geste. La vieille dame elle-même, ayant plié ses débats,
demanda l'heure à une bonne d'enfants qui passait, et qu'elle remercia en lui disant « Oh, comme vous êtes aimable !» Puis, priant le cantonnier de dire à ses petits-enfants de revenir, qu'elle avait froid, ajouta « Vous serez 1000 fois bons. Oh, vous savez comme je suis confuse. » Tout à coup, l'air se déchira. Entre le Guignol et le cirque, à l'horizon embelli, sur le ciel entr'ouvert, je venais d'apercevoir, comme un signe fabuleux, le plumet bleu de mademoiselle. Et déjà Gilberte courait à toute vitesse dans ma direction, étincelante et rouge sous un bonnet carré de fourrure, animée par le froid, le retard et le désir du jeu. Un peu avant d'arriver à moi, elle se laissa glisser sur la glace et, soit pour mieux garder son équilibre, soit parce qu'elle trouvait cela plus gracieux, ou par affectation du maintien d'une patineuse, c'est les bras grands ouverts qu'elle avançait en souriant, comme si elle avait voulu m'y recevoir. « Brava, brava, ça c'est très bien. Je dirais comme vous que c'est chic, que c'est crâne, si je n'étais pas d'un autre temps, du temps de l'Ancien Régime, » s'écria la vieille dame prenant la parole au nom des Champs-Élysées silencieux pour remercier Gilberte d'être venue, sans se laisser intimider par le temps. « Ah, vous êtes comme moi, fidèles quand même à nos vieux Champs-Élysées. Nous sommes deux intrépides. Si je vous disais que je les aime même ainsi... Oh, cette neige. Vous allez rire de moi, ça me fait penser à de l'hermine. » Et la vieille dame se mit à rire. Le premier de ces jours, auquel la neige, image des puissances qui pouvaient me priver de voir Gilberte, donnait la tristesse d'un jour de séparation et jusqu'à l'aspect d'un jour de départ, parce qu'il changeait la figure et empêchait presque l'usage du lieu habituel de nos seules entrevues, maintenant changé, tout enveloppé de housses, ce jour fit pourtant faire un progrès à mon amour, car il fut comme un premier chagrin qu'elle eut partagé avec moi. Il n'y avait que nous deux de notre bande, et être ainsi le seul qui fût avec elle, c'était non seulement comme un commencement d'intimité, mais aussi de sa part, comme si elle ne fût venue rien que pour moi par un temps pareil, cela me semblait aussi touchant que si, un de ces jours où elle était invitée à une matinée, elle y avait renoncé pour venir me retrouver aux Champs-Élysées. Je prenais plus de confiance en la vitalité et en l'avenir de notre amitié qui restait vivace au milieu de l'engourdissement, de la solitude et de la ruine des choses environnantes. Et, tandis qu'elle me mettait des boules de neige dans le cou, je souriais avec attendrissement à ce qui me semblait à la fois une prédilection qu'elle me marquait, en me tolérant comme compagnon de voyage dans ce pays hivernal et nouveau, et une sorte de fidélité qu'elle me gardait au milieu du malheur. Bientôt, l'une après l'autre, comme des moineaux hésitants, ses amis arrivèrent toutes noires sur la neige. Nous commençâmes à jouer, et comme ce jour si tristement commencé devait finir dans la joie, comme je m'approchais, avant de jouer au bar, de l'amie à la voix brève que j'avais entendue le premier jour crier le nom de Gilberte, elle me dit « Ah non, non, on sait bien que vous aimez mieux être dans le camp de Gilberte. D'ailleurs, vous voyez, elle vous fait signe. » Elle m'appelait en effet, pour que je vinsse sur la pelouse de neige dans son camp, dont le soleil, en lui donnant les reflets roses, l'usure métallique des brocarts anciens, faisait un camp du drap d'or. Ce jour que j'avais tant redouté fut au contraire un des seuls où je ne fus pas trop malheureux. Car, moi qui ne pensais plus qu'à ne jamais rester un jour sans voir Gilberte, au point qu'une fois ma grand-mère n'étant pas rentrée pour l'heure du dîner,
je ne pus m'empêcher de me dire tout de suite que si elle avait été écrasée par une voiture, je ne pourrais pas aller de quelque temps aux Champs-Élysées. On n'aime plus personne dès qu'on aime. Pourtant, ces moments où j'étais auprès d'elle et que, depuis la veille, j'avais si impatiemment attendu, pour lesquels j'avais tremblé, auxquels j'aurais sacrifié tout le reste, n'étaient nullement des moments heureux. Et je le savais bien, car c'étaient les seuls moments de ma vie sur lesquels je concentrasse une attention méticuleuse, acharnée, et elle ne découvrait pas en eux un atome de plaisir. Tout le temps que j'étais loin de Gilberte, j'avais besoin de la voir, parce que, cherchant sans cesse à me représenter son image, je finissais par ne plus y réussir, et par ne plus savoir exactement à quoi correspondait mon amour. Puis, elle ne m'avait encore jamais dit qu'elle m'aimait. Bien au contraire, elle avait souvent prétendu qu'elle avait des amis qu'elle me préférait, que j'étais un bon camarade avec qui elle jouait volontiers, quoique trop distrait, pas assez au jeu. Enfin, elle m'avait donné souvent des marques apparentes de froideur qui auraient pu ébranler ma croyance que j'étais pour elle un être différent des autres, si cette croyance avait pris sa source dans un amour que Gilberte aurait eu pour moi, et non pas, comme cela était, dans l'amour que j'avais pour elle, ce qui la rendait autrement résistante, puisque cela la faisait dépendre de la manière même dont j'étais obligé, par une nécessité intérieure, de penser à Gilberte. Mais les sentiments que je ressentais pour elle, moi-même, je ne les lui avais pas encore déclarés. Certes, à toutes les pages de mes cahiers, j'écrivais indéfiniment son nom et son adresse, mais à la vue de ces vagues lignes que je traçais sans qu'elle pensât pour cela à moi, qui lui faisaient prendre autour de moi tant de place apparente sans qu'elle fût mêlée davantage à ma vie, je me sentais découragé parce qu'elle ne me parlait pas de Gilberte, qui ne les verrait même pas, mais de mon propre désir qu'elle semblait me montrer comme quelque chose de purement personnel, d'irréel, de fastidieux et d'impuissant. Le plus pressé était que nous nous vissions, Gilberte et moi, et que nous puissions nous faire l'aveu réciproque de notre amour, qui jusque-là n'aurait pour ainsi dire pas commencé. Sans doute les diverses raisons qui me rendaient si impatient de la voir auraient été plus impérieuses pour un homme mûr. Plus tard, il arrive que devenus habiles dans la culture de nos plaisirs, nous nous contentions de celui que nous avons à penser à une femme, comme je pensais à Gilberte, sans être inquiets de savoir si cette image correspond à la réalité, et aussi de celui de l'aimer sans avoir besoin d'être certain qu'elle nous aime. Ou encore, que nous renoncions au plaisir de lui avouer notre inclination pour elle, afin d'entretenir plus vivace l'inclination qu'elle a pour nous, imitant ces jardiniers japonais qui, pour obtenir une plus belle fleur, en sacrifient plusieurs autres. Mais, à l'époque où j'aimais Gilberte, je croyais encore que l'amour existait réellement en dehors de nous, que, en permettant tout au plus que nous écartions les obstacles, il offrait ses bonheurs dans un ordre auquel on n'était pas libre de rien changer. Il me semblait que, si j'avais, de mon chef, substitué à la douceur de l'aveu la simulation de l'indifférence, je ne me serais pas seulement privé d'une des joies dont j'avais le plus rêvé, mais que je me serais fabriqué à ma guise un amour factice et sans valeur, sans communication avec le vrai, dont j'aurais renoncé à suivre les chemins mystérieux et préexistants. Mais, quand j'arrivais aux Champs-Élysées, et que, d'abord, j'allais pouvoir confronter mon amour pour lui faire subir les rectifications nécessaires à sa cause vivante, indépendante de moi, dès que j'étais en présence de cette Gilberte Swann, sur la vue de laquelle j'avais compté pour rafraîchir les images que ma mémoire fatiguée ne retrouvait plus, de cette Gilberte Swann avec qui j'avais joué hier et que venait de me faire saluer et reconnaître un instinct aveugle
comme celui qui, dans la marche, nous met un pied devant l'autre avant que nous ayons eu le temps de penser, aussitôt, tout se passait comme si elle et la fillette qui était l'objet de mes rêves avaient été deux êtres différents. Par exemple, si depuis la veille, je portais dans ma mémoire deux yeux de feu dans des joues pleines et brillantes, la figure de Gilberte m'offrait maintenant avec insistance quelque chose que précisément je ne m'étais pas rappelé. Un certain effilement aigu du nez qui, s'associant instantanément à d'autres traits, prenait l'importance de ces caractères qui, en histoire naturelle, définissent une espèce et la transmuaient en une fillette du genre de celle à museau pointu. Tandis que je m'apprêtais à profiter de cet instant désiré pour me livrer sur l'image de Gilberte que j'avais préparée avant de venir et que je ne retrouvais plus dans ma tête, à la mise au point qui me permettrait dans les longues heures où j'étais seul d'être sûr que c'était bien elle que je me rappelais, que c'était bien mon amour pour elle que j'accroissais peu à peu comme un ouvrage qu'on compose, elle me passait une balle. Et comme le philosophe idéaliste dont le corps tient compte du monde extérieur à la réalité duquel son intelligence ne croit pas, le même moi, qui m'avait fait la saluer avant que je l'eusse identifiée, s'empressait de me faire saisir la balle qu'elle me tendait, comme si elle était une camarade avec qui j'étais venu jouer et non une âme sœur que j'étais venu rejoindre, me faisait lui tenir par bienséance jusqu'à l'heure où elle s'en allait, 1000 propos, aimables et insignifiants, et m'empêchait ainsi ou de garder le silence pendant lequel j'aurais pu enfin remettre la main sur l'image urgente et égarée, ou de lui dire les paroles qui pouvaient faire à notre amour les progrès décisifs sur lesquels j'étais chaque fois obligé de ne plus compter pour l'après-midi suivante. Il en faisait pourtant quelques-uns. Un jour que nous étions allés avec Gilberte jusqu'à la baraque de notre marchande, qui était particulièrement aimable pour nous, car c'était chez elle que M. Swann faisait acheter son pain d'épices, et par hygiène, il en consommait beaucoup, souffrant d'un eczéma ethnique et de la constipation des prophètes. Gilberte me montrait en riant deux petits garçons qui étaient comme le petit coloriste et le petit naturaliste des livres d'enfants. Car l'un ne voulait pas d'un sucre d'orge rouge parce qu'il préférait le violet, et l'autre, les larmes aux yeux, refusait une prune que voulait lui acheter sa bonne parce que, finit-il par dire d'une voix passionnée, « J'aime mieux l'autre prune parce qu'elle a un verre !» J'achetais 2 billes d'1 sou. Je regardais avec admiration, lumineuse et captive dans une sébile isolée, les billes d'agate qui me semblaient précieuses parce qu'elles étaient souriantes et blondes comme des jeunes filles et parce qu'elles coûtaient 50 centimes pièce. Gilberte, à qui on donnait beaucoup plus d'argent qu'à moi, me demanda laquelle je trouvais la plus belle. Elles avaient la transparence et le fondu de la vie. Je n'aurais voulu lui en faire sacrifier aucune. J'aurais aimé qu'elle pût les acheter, les délivrer toutes. Pourtant, je lui en désignai une qui avait la couleur de ses yeux. Gilberte la prit, cherchant son rayon doré, la caressa, paya sa rançon, mais aussitôt me remit sa captive en me disant « Tenez, elle est à vous. Je vous la donne. Gardez-la comme souvenir. » Une autre fois, toujours préoccupé du désir d'entendre la Berma dans une pièce classique, je lui avais demandé si elle ne possédait pas une brochure où Bergotte parlait de Racine et qui ne se trouvait plus dans le commerce. Elle m'avait prié de lui en rappeler le titre exact et, le soir, je lui avais adressé un petit télégramme en écrivant sur l'enveloppe ce nom de Gilberte Swann que j'avais tant de fois tracé sur mes cahiers. Le lendemain,
elle m'apporta dans un paquet noué de faveurs mauves et scellé de cire blanche la brochure qu'elle avait fait chercher. « Vous voyez que c'est bien ce que vous m'avez demandé, me dit-elle, tirant de son manchon le télégramme que je lui avais envoyé. Mais dans l'adresse de ce pneumatique, qui, hier encore, n'était rien, n'était qu'un petit bleu que j'avais écrit et qui, depuis qu'un télégraphiste l'avait remis au concierge de Gilberte et qu'un domestique l'avait porté jusqu'à sa chambre, était devenu cette chose sans prix, un des petits bleus qu'elle avait reçus ce jour-là. J'eus peine à reconnaître les lignes vaines et solitaires de mon écriture sous les cercles imprimés qui avaient apposé la poste, sous les inscriptions qui avaient ajouté au crayon un des facteurs, signe de réalisation effective, caché du monde extérieur, violette ceinture symbolique de la vie, qui, pour la première fois, venait épouser, maintenir, relever, réjouir mon rêve. Il y eut un jour aussi où elle me dit « Vous savez, vous pouvez m'appeler Gilberte. En tout cas, moi, je vous appellerai par votre nom de baptême. C'est trop gênant. » Pourtant, elle continua encore un moment à se contenter de me dire « vous », et comme je le lui faisais remarquer, elle sourit, et construisant une phrase comme celle qui dans les grammaires étrangères n'ont d'autre but que de nous faire employer un nouveau mot, elle la termina par mon petit nom. Et me souvenant plus tard de ce que j'avais senti alors, j'y ai démêlé l'impression d'avoir été tenu un instant dans sa bouche, moi-même, nu, sans plus aucune des modalités sociales qui appartenaient aussi soit à ses autres camarades, soit, quand elle disait mon nom de famille, à mes parents, et dont ses lèvres, en l'effort qu'elle faisait, un peu comme son père pour articuler les mots qu'elle voulait mettre en valeur, eurent l'air de me dépouiller, de me dévêtir, comme de sa peau un fruit dont on ne peut avaler que la pulpe, tandis que son regard, se mettant au même degré nouveau d'intimité que prenait sa parole, m'atteignait aussi plus directement, non sans témoigner la conscience, le plaisir et jusque la gratitude qu'il en avait, en se faisant accompagner d'un sourire. Mais au même moment, je ne pouvais apprécier la valeur de ces plaisirs nouveaux. Il n'était pas donné par la fillette que j'aimais au moi qui l'aimait, mais par l'autre, par celle avec qui je jouais, à cet autre moi qui ne possédait ni le souvenir de la vraie Gilberte, ni le cœur indisponible qui seul aurait pu savoir le prix d'un bonheur, parce que seul il l'avait désiré. Même après être rentré à la maison, je ne les goûtais pas, car chaque jour la nécessité qui me faisait espérer que le lendemain j'aurais la contemplation exacte, calme, heureuse de Gilberte, qu'elle m'avouerait enfin son amour en m'expliquant pour quelle raison elle avait dû me le cacher jusqu'ici. Cette même nécessité me forçait à tenir le passé pour rien, à ne jamais regarder que devant moi, à considérer les petits avantages qu'elle m'avait donnés, non pas en eux-mêmes et comme s'ils se suffisaient, mais comme des échelons nouveaux où poser le pied, qui allaient me permettre de faire un pas de plus en avant et d'atteindre enfin le bonheur que je n'avais pas encore rencontré. Si elle me donnait parfois de ces marques d'amitié, elle me faisait aussi de la peine en ayant l'air de ne pas avoir de plaisir à me voir. Et cela arrivait souvent les jours mêmes sur lesquels j'avais le plus compté pour réaliser mes espérances. J'étais sûr que Gilberte viendrait aux Champs-Élysées, et j'éprouvais une allégresse qui me paraissait seulement la vague anticipation d'un grand bonheur, quand, entrant dès le matin au salon pour embrasser maman déjà toute prête, la tour de ses cheveux noirs entièrement construite, et ses belles mains blanches et potelées sentant encore le savon, j'avais appris,
en voyant une colonne de poussière se tenir debout toute seule au-dessus du piano, et en entendant un orgue de Barbarie jouer sous la fenêtre en revenant de la revue, que l'hiver recevait jusqu'au soir la visite inopinée et radieuse d'une journée de printemps. Pendant que nous déjeunions, en ouvrant sa croisée, la dame d'en face avait fait décamper en un clin d'œil, d'à côté de ma chaise, riant d'un seul bond toute la largeur de notre salle à manger, un rayon qui y avait commencé sa sieste et était déjà revenu la continuer l'instant d'après. Au collège, à la classe d'1 heure, le soleil me faisait languir d'impatience et d'ennui, en laissant traîner une lueur dorée jusque sur mon pupitre, comme une invitation à la fête où je ne pourrais arriver avant 3 heures, jusqu'au moment où Françoise venait me chercher à la sortie, et où nous nous acheminions vers les Champs-Élysées, par les rues décorées de lumière, encombrées par la foule, et où les balcons, décellés par le soleil et vaporeux, flottaient devant les maisons comme des nuages d'or. Hélas, hélas, aux Champs-Élysées, je ne trouvais pas Gilberte. Elle n'était pas encore arrivée. Immobile sur la pelouse nourrie par le soleil invisible qui çà et là faisait flamboyer la pointe d'un brin d'herbe et sur laquelle les pigeons qui s'y étaient posés avaient l'air de sculptures antiques que la pioche du jardinier a ramenées à la surface d'un sol auguste, je restais les yeux fixés sur l'horizon. Je m'attendais à tout moment à voir apparaître l'image de Gilberte suivant son institutrice, derrière la statue qui semblait tendre l'enfant qu'elle portait, et qui ruisselait de rayons à la bénédiction du soleil. La vieille lectrice des débats était assise sur son fauteuil, toujours à la même place. Elle interpellait un gardien à qui elle faisait un geste amical de la main en lui criant « Oh, quel joli temps !» Et la préposée, s'étant approchée d'elle pour percevoir le prix du fauteuil, elle faisait 1000 minauderies en mettant dans l'ouverture de son gant le ticket de 10 centimes comme si ça avait été un bouquet, pour qui elle cherchait, par amabilité pour le donneur, la place la plus flatteuse possible. Quand elle l'avait trouvé, elle faisait exécuter une évolution circulaire à son cou, redressait son boa et plantait sur la chaisière, en lui montrant le bout de papier jaune qui dépassait sur son poignet, le beau sourire dont une femme, en indiquant son corsage à un jeune homme, lui dit « Vous reconnaissez vos roses ?» J'emmenai Françoise au devant de Gilberte jusqu'à l'Arc de Triomphe. Nous ne la rencontrions pas, et je revenais vers la pelouse, persuadé qu'elle ne viendrait plus, quand, devant les chevaux de bois, la fillette à la voix brève se jetait sur moi. « Vite, vite! Il y a déjà un quart d'heure que Gilberte est arrivée, elle va repartir bientôt. On vous attend pour faire une partie de bar. » Pendant que je montais l'avenue des Champs-Élysées, Gilberte était venue par la rue Boissy-d'Anglas, mademoiselle ayant profité du beau temps pour faire des courses pour elle, et monsieur Swann allait venir chercher sa fille. Mais aussi c'était ma faute. Je n'aurais pas dû m'éloigner de la pelouse, car on ne savait jamais sûrement par quel côté Gilberte viendrait, si ce serait plus ou moins tard, et cette attente finissait par me rendre plus émouvant, non seulement les Champs-Élysées entiers et toute la durée de l'après-midi, comme une immense étendue d'espace et de temps sur chacun des points et à chacun des moments de laquelle il était possible qu'apparût l'image de Gilberte, mais encore cette image elle-même, parce que derrière cette image, je sentais se cacher la raison pour laquelle elle m'était décochée en plein cœur, à 4 heures au lieu de 2 heures et demie, surmontée d'un chapeau de visite à la place d'un béret de jeu, devant les ambassadeurs et non entre les deux guignols. Je devinais quelqu'une de ces occupations où je ne pouvais suivre Gilberte et qui la forçait à sortir ou à rester à la maison. J'étais en contact avec le mystère de sa vie inconnue. C'était ce mystère aussi qui me troublait quand,
courant sur l'ordre de la fillette à la voix brève, pour commencer tout de suite notre partie de bar, j'apercevais Gilberte, si vive et brusque avec nous, faisant une révérence à la dame au débat, qui lui disait « Quel beau soleil, on dirait du feu !» lui parlant avec un sourire timide, d'un air compassé qui m'évoquait la jeune fille différente que Gilberte devait être avec ses parents, ou avec les amis de ses parents, en visite, dans toute son autre existence qui m'échappait. Mais de cette existence, personne ne me donnait l'impression comme M. Swann, qui venait un peu après pour retrouver sa fille. C'est que lui et Madame Swann, parce que leur fille habitait chez eux et parce que ses études, ses jeux, ses amitiés dépendaient d'eux, contenaient pour moi, comme Gilberte, peut-être même plus que Gilberte, comme il convenait à des lieux tout-puissants sur elle en qui il aurait eu sa source, un inconnu inaccessible, un charme douloureux. Tout ce qui les concernait était de ma part l'objet d'une préoccupation si constante que les jours où, comme cela, M. Swann, que j'avais vu si souvent autrefois sans qu'il excitât ma curiosité quand il était lié avec mes parents, venait chercher Gilberte aux Champs-Élysées, une fois calmés les battements de cœur qu'avait excité en moi l'apparition de son chapeau gris et de son manteau à pèlerine, son aspect m'impressionnait encore comme celui d'un personnage historique, sur lequel nous venons de lire une série d'ouvrages et dont les moindres particularités nous passionnent. Ses relations avec le comte de Paris, qui, quand j'en entendais parler à Combray, me semblaient indifférentes, prenaient maintenant pour moi quelque chose de merveilleux, comme si personne d'autre n'eût jamais connu les Orléans. Elle le faisait se détacher vivement sur le fond vulgaire des promeneurs de différentes classes qui encombraient cette allée des Champs-Élysées et au milieu desquels j'admirais qu'il consentît à figurer sans réclamer d'eux d'égards spécieux, qu'aucun d'ailleurs ne songeait à lui rendre, tant était profond l'incognito dont il était enveloppé. Il répondait poliment au salut des camarades de Gilberte, même au mien, quoiqu'il fût brouillé avec ma famille, mais sans avoir l'air de me connaître. Cela me rappela qu'il m'avait pourtant vu bien souvent à la campagne. Souvenir que j'avais gardé, mais dans l'ombre, parce que, depuis que j'avais revu Gilberte, pour moi, Swann était surtout son père et non plus le Swann de Combray. Comme les idées sur lesquelles j'embranchais maintenant son nom étaient différentes des idées dans le réseau desquelles il était autrefois compris, et que je n'utilisais plus jamais quand j'avais à penser à lui, il était devenu un personnage nouveau. Je le rattachais pourtant par une ligne artificielle, secondaire et transversale à notre invité d'autrefois, et comme rien n'avait plus pour moi de prix que dans la mesure où mon amour pouvait en profiter, ce fut avec un mouvement de honte et le regret de ne pouvoir les effacer que je retrouvai les années où, aux yeux de ce même Swann qui était en ce moment devant moi aux Champs-Élysées et à qui, heureusement, Gilberte n'avait peut-être pas dit mon nom, je m'étais si souvent le soir rendu ridicule en envoyant demander maman de me monter dans ma chambre me dire bonsoir pendant qu'elle prenait le café avec lui, mon père et mes grands-parents à la table du jardin. Il disait à Gilberte qu'il lui permettait de faire une partie, qu'il pouvait attendre un quart d'heure, et, s'asseyant comme tout le monde sur une chaise de fer, payait son ticket de cette main que Philippe VII avait si souvent retenue dans la sienne, tandis que nous commencions à jouer sur la pelouse, faisant envoler les pigeons, dont les beaux corps irisés qui ont la forme d'un cœur et sont comme les lilas du règne des oiseaux, venaient se réfugier comme en des lieux d'asile, tels sur le grand vase de pierre à qui son bec, en y disparaissant, faisait faire le geste et assigner la destination d'offrir en abondance les fruits ou les graines qu'il avait l'air d'y picorer, tel autre sur le front de la statue qu'il semblait surmonter d'un de ces objets en émail desquels la polychromie
parie dans certaines œuvres antiques la monotonie de la pierre, et d'un attribut qui, quand la déesse le porte, lui vaut une épithète particulière et en fait, comme pour une mortelle un prénom différent, une divinité nouvelle.